Bonsoir, merci en tout cas de votre venue pour cette soirée exceptionnelle qui arrive après une journée exceptionnelle de débat autour des évolutions, des révolutions du travail. Effectivement, on a eu beaucoup d'intervenants et je remercie la qualité des débats, la qualité des intervenants que nous avons eus aujourd'hui. Remerciements également pour les entreprises, pour ce 36e Topeco, effectivement, que vous avez donc sous les yeux avec une métaphore très rugbystique. On a effectivement cette année plus de 1200 entreprises référencées, toutes catégories confondues. Donc on a également les remerciements à ces entreprises qui ont joué le jeu, parce que je rappellerai la méthodologie un petit peu tout à l'heure du Topeco, et qui sont référencées cette année. Alors je commencerai par deux métaphores, on va dire. D'abord la première dans le Topeco, mais c'est valable pour toute la vie économique finalement, notamment régionale. Je dirais quelle belle mêlée finalement. Le Topeco, c'est aussi le reflet, c'est plusieurs postes, plusieurs entreprises, plusieurs configurations d'entreprises. C'est-à-dire qu'on a des startups, des grands groupes, des TPE, des PME. Voilà, on a vraiment l'ensemble de l'écosystème représenté dans le Topeco. Et c'est ce qui fait effectivement l'ADN du hors-série, du guide que vous avez entre les mains et qui est édité chaque année. C'est vraiment l'ADN de représenter toute la vie économique. La deuxième référence, finalement, et c'est ce que j'entendais avant d'arriver au sein de la rédaction et que je vois d'autant plus maintenant, on me dit « Ah, finalement, ça y est, le Topeco est sorti, on a la Bible sous la main ». Effectivement, depuis plusieurs années, depuis la création, c'est souvent le mot qui revient, la référence qui revient. Le Topeco, c'est la Bible, effectivement, de l'économie, la Bible des entreprises. On est au courant de ce qui se passe, on a une veille économique, effectivement, sérieuse avec le Topeco. Donc c'est vraiment la référence, en tout cas, ce qu'on nous dit à propos de ce Topeco. C'est souvent le mot qui revient le plus. Et c'est avec fierté qu'on prend effectivement ce sérieux, ce savoir-faire et cette réputation auprès des chefs d'entreprise. Alors, petit rappel, je disais, sur la méthodologie du Topeco. Petit rappel, effectivement, que ce sont des entreprises qui sont proactives, qui souhaitent effectivement être référencées. On envoie donc un fichier en début de chaque année aux entreprises qui souhaitent être référencées. D'où le fait que selon les éditions, d'année en année, certaines entreprises rentrent et certaines entreprises sortent. Et de nouvelles donc apparaissent, toutes tailles confondues. Donc c'est à la discrétion des entreprises. C'est quand même important parce que on pourrait avoir la faculté ou la faiblesse d'aller chercher des informations à gauche, à droite, ce qu'on ne fait pas. C'est vraiment la volonté des entreprises. Et ça, c'est quelque chose effectivement qui est le fondement du Topeco. Donc je disais effectivement le Topeco, c'est une belle mêlée, c'est la Bible et c'est aussi un compagnon de route. Le compagnon de route des entreprises au quotidien, effectivement, qui suit les chefs d'entreprise tout au long de l'année, qui suit les confrères aussi qui sont à la recherche d'une information sérieuse sur les entreprises, sur l'ADN de chaque entreprise. Petit rappel aussi historique, là on fait la 36e édition. Le Topeco, c'est une longue histoire. C'était au départ, au tout début des années 90, c'était 250 entreprises. Ensuite, c'est devenu le top 500. Et au fil des années, c'est un hors-série, un produit, on pourrait dire, même si on n'aime pas trop ce mot, mais en tout cas, c'est un guide qui a grossi d'année en année et qui a traversé les époques, qui était Midi-Pyrénées, qui est devenu Occitanie en 2016 et qui aujourd'hui, effectivement, permet de référencer tout l'écosystème régional, puisqu'aujourd'hui, nous avons véritablement un enjeu au niveau de l'Occitanie, donc 6 millions d'habitants, quasiment un petit pays finalement. Donc on est vraiment passé sur une autre échelle. On a aussi dans ce Topeco, on fait aussi plusieurs analyses économiques. Je remercie les partenaires effectivement, les partenaires commerciaux, mais également ceux qui ont participé au top économique. L'INSEE, par exemple, qui, comme chaque année, nous fournit des analyses économiques sur la situation en Occitanie. Et cette année, on a pu voir effectivement, vous le voyez effectivement au quotidien, la situation. Il y a des tensions sur le recrutement, mais il y a également un record, on va dire en tout cas une hausse des défaillances d'entreprises, alors qui est plutôt un effet rattrapage, comme on a pu le voir.
Mais voilà, c'est une situation qui aujourd'hui est bel et bien une réalité. Ce Top Éco cette année, donc on a pris le parti de faire une métaphore rugbystique. Effectivement, on est en plein dans la Coupe du Monde, les entreprises sont engagées dans le mondial de rugby. Donc voilà, quel plus beau message finalement que d'associer rugby et entreprise cette année pour ce Top Éco 2024. Nous avons quelques entreprises rugbystiques qui sont également référencées, mais c'est le signal fort qu'on a voulu y donner cette année. Alors, ce Top Éco s'accompagne également cette année de façon exceptionnelle par un anniversaire, pas n'importe quel anniversaire, puisqu'on fête cette année les 40 ans du magazine Entreprise Occitanie, qui édite effectivement le hors-série. 40 ans effectivement, donc on rappellera tout à l'heure l'histoire du magazine. Né en 1983, on est aujourd'hui à 409 numéros. On verra effectivement des hommages tout à l'heure. Donc c'est un tout effectivement, quand on parle de la vie économique, le Top Éco s'accompagne effectivement, est inhérent aussi à la vie de ce magazine qui accompagne également les chefs d'entreprise tous les mois à travers nos articles qui reflètent également la vie économique régionale. Et donc voilà, c'est un bel anniversaire effectivement que ce 40e anniversaire d'un magazine qui est atypique finalement dans le réseau MEDEF, dans le paysage du MEDEF. C'est aussi une chance finalement, le Top Éco mais aussi le magazine. On sait qu'aujourd'hui au niveau national, il y a 2 magazines au niveau national, un en Île-de-France et un en Occitanie. Donc ça reste effectivement un modèle atypique, un modèle original qu'on va s'employer effectivement à pérenniser. Donc je disais effectivement le Top Éco cette année, alors on ne va pas faire de focus sur telle ou telle entreprise, ce n'est pas le but. On a des entrées donc, et des sorties finalement comme tous les ans. Donc je disais, pardon, excusez-moi, on parlait plutôt des 40 ans du magazine Entreprise Occitanie, je reviens là-dessus. On a préparé une petite surprise justement à cet effet. Pour les 40 ans, on a préparé une petite surprise avec les acteurs de l'époque. On va remonter un petit peu le temps, voilà, ces 40 années d'histoire, à travers une courte vidéo qu'on va vous diffuser. L'originalité du titre qui est à la fois neutre et à la fois un titre qui appartient à une organisation patronale, le MEDEF. En fait, on était heureux au travail, il y avait une qualité de vie extraordinaire, le métier de journaliste est un métier passionnant. Une revue patronale, elle est là pour rendre compte auprès des chefs d'entreprise de ce que le syndicat patronal fait pour eux, dans la défense de leurs intérêts économiques et sociaux. C'est une question d'adaptation, de flexibilité. Et ça, on est tous heureux, je pense que c'est l'esprit de l'entreprise Occitanie. S'adapter, voilà le mot. Ce magazine a été créé dans le contexte de nos positions syndicales, du patronat au gouvernement. Il fallait donc un journal qui soit diffusé largement, professionnellement, et qui porte les valeurs du patronat. Les valeurs du patronat qui sont celles de la libre entreprise. C'est un format intéressant parce qu'on peut aborder des thèmes en profondeur. Donc, dans le magazine Entreprise Occitanie, c'est à travers les dossiers. Et je trouve que c'est un format adapté pour le lecteur qui veut avoir une information complète du mois. Quand on est mensuel,
c'est aussi d'apporter une information qui soit suffisamment pertinente pour qu'on ait envie de payer pour lire au moment où presque tout est gratuit. Donc ça veut dire susciter l'envie de souscrire un abonnement, ça veut dire apporter une valeur ajoutée pour que le lecteur y trouve un intérêt. Donc tout ça aussi, c'est à nous à débusquer des filières dont on ne parle pas, donner un coup de projecteur au chef d'entreprise qui est dans son coin, dont personne ne parle. Et ça, pour comprendre et faire ressortir le travail des entreprises, parce que si on s'attachait aussi à l'aspect technique, mais aussi faire ressortir le travail du métier d'entreprise et qui est l'évolution intellectuelle aussi, qui est assez importante. Lorsque la région Midi-Pyrénées a disparu au profit de la région de l'Occitanie, c'est devenu entreprise Occitanie. Il fallait aussi que ce soit logique à l'intérieur du titre, donc il fallait trouver des sujets sur tous les territoires de la région. Et ça, c'est la partie la plus passionnante du métier, c'est d'aller vraiment au fin fond, aux confins des départements, débusquer un savoir-faire exclusif qui est dans son petit coin et puis le mettre en lumière par le magazine. C'est vraiment un média qui sert d'outil de veille économique, précieux, pratique, technique, mais aussi inspirant. Le journal a 40 ans maintenant. Il faut qu'il tienne 40 ans de plus. Ad multos annos. Moi, j'ai entièrement confiance puisque la relève est bien assurée. À la manœuvre, il y a une nouvelle équipe compétente et vous avez compris les enjeux actuels. Et vous faites évoluer le magazine aussi avec les attentes des lecteurs et des chefs d'entreprise. Donc vous collez bien à l'air du temps et vous saurez anticiper finalement le futur du magazine. Avec une présence digitale à 100%, toujours un beau support papier parce que moi j'y crois toujours. Et puis je suis sûre qu'avec l'équipe actuelle, le titre est entre de bonnes mains. J'ai confiance. L'aspect support, je pense que c'est traitable. Vous le traitez, vous savez, vous agissez aussi dans les réseaux sociaux. Il faut garder le fond. Après, c'est la manière de l'exprimer. Voilà. Après, c'est une question d'adaptation. Entreprise Occitanie, c'est aujourd'hui 40 ans de succès, d'articles, mais c'est aussi un avenir finalement à écrire au niveau du mensuel, au niveau du Topeco, dont vous avez là l'édition 2024, et aussi de son site internet. Nous avons vocation effectivement à être un acteur incontournable de l'actualité économique régionale sur tous les supports et à travers toutes les composantes de la région, que vous soyez acteur de la Haute-Garonne, de l'Hérault, de la Lozère, des Hautes-Pyrénées, du Tarn, de tous les départements de la région. L'avenir aujourd'hui aussi de l'entreprise Occitanie, c'est aussi l'avenir qui vous appartient, acteur économique, pour effectivement parler de votre entreprise, parler de votre activité et parler de ce qui fait votre quotidien de chef d'entreprise. En tout cas, soyez sûr que l'entreprise Occitanie sera pour 40 ans, je l'espère au moins, toujours à vos côtés. Alors on a vu effectivement le lien entre le passé, le présent et l'avenir. Dans les entreprises, dans un groupe de presse ou dans n'importe quelle structure, voilà, savoir d'où on part de son passé et travailler l'avenir, c'est quelque chose d'essentiel. À ce sujet, justement, voilà, on a quelques remerciements à faire au niveau de l'équipe. Au président de l'Union patronale de Midi-Pyrénées de l'époque, Alain Géraud, qui ne pouvait pas être là ce soir et qui a été à la création donc, du magazine avec Claude Fontaneau, qui était délégué général que vous avez vu dans la vidéo. Et également un remerciement particulier à au pilier, on peut le dire finalement, à la pièce maîtresse du Topeco, Sylvie Pommiès, qui prendra sa retraite en début d'année prochaine, d'ici quelques mois, et à qui effectivement, voilà, on souhaitera un bon vent et qui est la pièce maîtresse, vous pouvez l'applaudir.
Alors à présent, on va rebondir sur la thématique qui a parcouru finalement toute cette journée. Nous allons présenter une étude. Emmanuel Kérité, président de Big Happy, que j'appelle sur scène. Vous pouvez l'applaudir. Alors Emmanuel, vous êtes donc président de l'agence toulousaine Big Happy, qui est une agence de conseil en marketing et communication stratégique basée sur la science de la donnée. Donc vous allez nous présenter une étude fouillée effectivement sur le thème d'aujourd'hui, évolution, révolution du travail, et vous allez effectivement partager avec l'assistance ce que vous avez, les choses instructives que vous avez repérées à travers cette étude. Je vous laisse la parole. Merci. Ah oui, oui. J'ai quelques notes, donc... Oh là là, j'ai de la chance. On m'équipe. Ok. Comment ça marche? Ok, donc toute cette journée, nous avons... Alors ça marche aussi, d'accord, c'est parfait. Celui-là, il va aller là. Donc nous avons réfléchi, débattu... bonsoir d'abord, excusez-moi. Nous avons réfléchi, débattu ensemble sur la question du travail et de sa révolution ou de ses évolutions. Alors, ce n'est pas sûr qu'on ait tranché vraiment les interrogations, mais par contre, ce qui est certain, c'est qu'il y a une thématique sous-jacente qui s'est propagée d'un atelier à un autre, d'une conférence à une autre. C'est la question du sens au cœur de la valeur travail. Et nous avons voulu prolonger cette réflexion ouverte par l'enjeu du sens au travail. Donc pour ça, nous avons utilisé Big Attente, qui est une application développée par Big Happy et qui est un outil qui permet de déceler les attentes du public sur un sujet particulier. Cette photographie du marché, à partir de données factuelles, permet de dégager les représentations émergentes que nous classons ensuite en plusieurs thématiques structurantes. Cette étude, elle met en lumière plusieurs micro-révolutions. La micro-révolution des carrières, la micro-révolution du sens et de l'engagement, et celle de l'immédiateté. Et ces trois points constituent finalement de nouveaux défis auxquels vont être confrontés les entrepreneurs afin de pouvoir attirer, recruter et fidéliser les talents. Alors, je pointe. Voilà. Donc, un intérêt notoire pour le changement de travail, c'est-à-dire que dès qu'on aborde le sujet, en fait, on va trouver deux thématiques dominantes. Une thématique sur le travail comme lieu d'épanouissement, mais celle-là, elle est assez entendue, j'y reviendrai tout à l'heure, mais une thématique assez importante, puisqu'elle est à 48%, c'est-à-dire quasiment la moitié, sur le changement de travail. Voyons ce qui se cache un peu derrière cette notion. Et c'est là le premier enseignement très étonnant, parce que, en fait, quand on parle de changer de travail, généralement, on parle de changer de patron, finalement. C'est-à-dire qu'on va vouloir soit avoir une entreprise plus proche de son lieu de travail, on va vouloir avoir une meilleure rémunération, on va vouloir avoir un meilleur plan de carrière. Donc, en général, quand on parle de changement de travail, on parle vraiment d'évoluer professionnellement ailleurs. Or, on se rend compte qu'aujourd'hui, à 47%, changer de travail, ça veut dire changer de métier. Et là encore, on est sur des chiffres nationaux parce qu'en réalité, on peut rajouter 5% pour l'Occitanie. Donc, ce changement de métier, finalement, qu'est-ce que c'est? C'est vraiment un changement de trajectoire qui est assez vif, assez profond, et qui repose, ma foi, sur des interrogations. Évidemment, on va retrouver des interrogations classiques comme celle de la reconversion professionnelle, le bilan de compétences, qu'on trouve généralement dans ce genre de questionnement, mais on trouve des choses beaucoup plus profondes, comme changer de vie, trouver sa voie, la remise en question, les nouveaux projets. Donc on est quasiment, j'ai envie de dire, dans une sphère existentielle plus que professionnelle. Donc, la révolution qu'on voit aujourd'hui, c'est une révolution de soi, mais aussi une révolution de carrière.
je ne vais pas aller dans le bon sens. Voilà. Maintenant, revenons sur la question du travail comme lieu d'épanouissement, c'est-à-dire comment je suis heureux au travail. On verra tout à l'heure ce qu'il en est des nouveaux ressorts de l'épanouissement. En attendant, à 68%, on a des attentes extrêmement fortes sur le bien-être au travail. C'est considéré aujourd'hui comme un prérequis. Je me rappelle de l'époque où on rigolait doucement en voyant les Américains, il y a 15 ans, chez Google, qui faisaient venir un masseur, une coiffeuse pour s'occuper des employés. Nous, dans le marketing et la communication, on regardait nos collègues de Paris avec étonnement qui mettaient des grands canapés confortables pour que les créatifs bossent allongés, ou alors qui autorisaient les gens à pouvoir pratiquer les horaires qu'ils voulaient, à venir travailler la nuit, mais pas le jour. Enfin bon. Sans aller jusqu'à la caricature, aujourd'hui, ces considérations sur le bien-être au travail, elles sont au cœur du questionnement des entreprises. En réalité, si on veut avoir une marque employeur forte, on est obligé d'envoyer des signaux forts dans ces sujets-là. Et qu'est-ce qu'on entend par bien-être au travail, finalement? Alors, il y a plusieurs subdivisions. La première, mais qui s'installe et de façon durable, équilibre entre vie perso et vie professionnelle. Ça, c'est quelque chose, c'est un marqueur qu'on retrouve très très fort, notamment dans les jeunes générations, dans les moins de 30 ans. Tous ceux qui sont en situation de recrutement se sont déjà retrouvés confrontés à ça, c'est-à-dire des exigences sur l'aménagement du temps de travail, sur la possibilité de pouvoir prendre 3 mois de congé pour faire un grand voyage, sur la possibilité de dégager des demi-journées pour pouvoir se consacrer à une association ou des choses comme ça. Et plus généralement, je dirais, c'est un phénomène qui, on l'a vu, a connu une accélération, bien entendu, durant la période du Covid, où tout d'un coup, il y a tout un tas de gens qui se sont aperçus qu'ils avaient une femme et des enfants, ou la possibilité de partager des choses davantage avec les gens qui les entourent. Au-delà de ça, on a la question de se sentir bien. Mais qu'est-ce qu'on entend derrière? Qu'est-ce qu'on dit? Qu'est-ce que je dis quand je dis « je veux me sentir bien au travail » ? Je veux me sentir bien au travail, c'est d'abord ne pas me sentir mal. C'est-à-dire que, en réalité, c'est une problématique, et ça a été abordé là aussi dans la journée, la problématique de la santé au travail. La santé au travail, ça passe par la santé physique, mais ça passe aussi par la santé morale, psychologique. Donc, on veut pouvoir éprouver des émotions positives, on veut finalement avoir une meilleure qualité de vie au travail, et ça, c'est très intéressant, parce que quand on a les items vie au travail, on a bien les mots qui sont très très forts, c'est vie et travail, qui sont reliés dans la même requête. Donc, en gros, moi, en tant que salarié, je veux m'envisager dans le travail, ce n'est pas un espace à part de mon existence, je veux m'envisager et être envisagé comme un tout, donc dans ma dimension holistique. Maintenant, on va regarder un petit peu ce qui se passe sur les nouveaux ressorts d'épanouissement. Et nous remarquons en fait la montée en puissance d'un moteur inattendu, en tout cas dans de telles proportions, c'est la fierté d'agir et d'être utile. Et pour nous, ça, c'est le deuxième enseignement particulièrement important. Parce qu'en réalité, je veux quoi? Je veux un métier qui me rend fier parce qu'il me permet d'être dans l'action et qui me permet d'être dans une action qui a un impact sur la société. On a vu tout à l'heure cette première révolution, qui est la révolution du care, je prends soin de moi. Là, on est davantage dans une révolution du faire. La revendication et le besoin d'agir. J'ai besoin d'apporter ma pierre à l'édifice pour que mon action au sein de l'entreprise ait du sens. C'est un petit peu comme si la raison d'être de l'entreprise s'incarnait au sein de l'entreprise dans des individus qui se veulent eux-mêmes acteurs agissants et qui veulent absolument contribuer par tous les moyens. Et donc aujourd'hui, là où beaucoup d'entreprises travaillent sur leur raison d'être, on est en droit de se demander s'il ne faudrait pas, même au-delà de ça, travailler sur une raison d'agir afin d'être en phase avec les attentes et les réelles motivations des salariés et des équipes. Ce n'est plus finalement « je pense donc je suis », mais c'est « je suis donc j'agis ».
Et en embrassant cette maxime, l'entreprise peut de nouveau se différencier, être efficiente et embarquer ses équipes. Tout ça en poussant un petit peu plus loin la réflexion sur la base de ces deux enseignements qui nous paraissent assez intéressants. On pourrait, c'est-à-dire la révolution des carrières et la révolution du sens, on pourrait imaginer la corrélation suivante. Je veux un métier qui me rend fier, un métier qui me permet d'avoir un impact sur la société, un métier qui permet d'être dans l'action. Ça, je le veux parce que je souhaite être épanoui dans mon activité. Mais si je ne suis pas épanoui dans mon activité, je change de métier. Alors oui, ça paraît un peu radical, intransigeant. En réalité, c'est précisément la question du sens au travail qui se trouve résumée dans cette équation. Et en fait, ça nous ouvre une fenêtre sur une nouvelle temporalité de l'entreprise. Je m'explique. On fait face à un avenir incertain. On a un environnement menacé, le changement climatique, les épidémies, la perte de biodiversité, une apparente réaction, en tout cas jugée comme telle, insuffisante des États face à ces problématiques-là, et donc un avenir qui est sombre, dans lequel on a du mal à se projeter. Par ailleurs, si plus prosaïquement on se résume au monde de l'entreprise et du travail, si on parle aux jeunes générations, il y a une grande incertitude quant à leur avenir professionnel et voire même à leur retraite. D'ailleurs, vous parlez aux jeunes, ça doit vous arriver, de la retraite, ils rigolent. Et la plupart du temps, la réponse qu'on a, non mais moi, la retraite, de toute façon, j'en aurai pas. C'est assez intéressant dans la mesure où, rappelez-vous, le discours des anciens qui disaient, moi, quand je serai à la retraite, je vais m'éclater. Quand je serai à la retraite, je vais prendre soin de moi. Quand je serai à la retraite, je vais reprendre le piano. Je vais faire de la peinture, ou je vais visiter tous les pays que je n'ai pas pu visiter. Sauf que ça, aujourd'hui, on ne se laisse pas la possibilité de le faire parce que ce qu'on veut, c'est être épanoui ici et maintenant. Parce que ça, la vraie certitude, elle se trouve dans le présent. Comme disait Hayam, demain, c'est loin. Et le travail, aujourd'hui, rentre dans un nouveau paradigme, c'est le ici et maintenant, le hic et nunc. Alors, ces mutations, elles sont émergentes, mais profondes. C'est un train de fond que nous, ici, on a mesuré. Elles ouvrent une nouvelle dynamique d'engagement. Je m'explique. On a d'un côté la révolution des carrières, avec cette possibilité de faire un virage comme ça à 90 degrés assez rapidement. Pourquoi ? Parce qu'on est exigeant sur le sens. On est exigeant sur le sens parce qu'on a envie de faire, on a envie d'agir. Et tout ça, on le veut maintenant. Et donc, ça pose un double défi aux entrepreneurs et aux entrepreneuses que nous sommes. Le premier défi, c'est d'être très ferme sur le cap et sur le sens, la raison d'être, la raison d'agir. Pourquoi ? Parce que si ceci a bien été défini et exprimé pour l'ensemble des parties prenantes, en interne, ça permet d'embarquer les salariés et pour eux d'être sûrs qu'ils sont en accord, en affinité avec la ligne de l'entreprise. Et en externe, ça donne une vision très claire à tous vos éventuels candidats qui peuvent du coup se positionner très bien si les engagements que vous avez pris sont conformes aux leurs. Le deuxième défi, alors il paraît peut-être un peu antinomique, parce que le premier défi, c'est un défi de fermeté. Le deuxième défi, c'est un défi de souplesse. Défi de souplesse parce que il va falloir s'adapter, au changement, il va falloir accompagner les changements. C'est-à-dire que finalement permettre aux salariés en interne de pouvoir se déployer dans toutes les dimensions de leur être, développer des soft skills et pouvoir ainsi continuer à évoluer dans ce qu'on appelle le bien-être et au travail. Mais du côté de l'externe, il va falloir aussi être en capacité de recevoir par exemple la candidature d'une personne qui n'aura pas forcément 10 ans ou 15 ans d'expérience dans l'activité puisqu'elle vient de se reconvertir et elle a décidé de se réorienter. C'est des CV, je le sais, moi-même ça m'est arrivé de recruter, qu'on aurait tendance à mettre de côté. Sauf que ce qu'il faut se dire, c'est que cette personne, en fait, si elle a fait cet effort-là,
l'effort d'abandonner une carrière, de reprendre parfois à un certain âge une nouvelle carrière, c'est qu'elle était réellement motivée, qu'elle avait vraiment envie, et si elle vous fait acte de candidature, c'est qu'elle a vraiment envie de travailler avec vous parce qu'elle trouve que votre entreprise et ses valeurs lui correspondent. Donc voilà aujourd'hui ce défi auquel les entrepreneurs sont confrontés pour ce qui est du plan de recrutement. Et on a quand même une bonne nouvelle par rapport à ça. Alors ça, c'est les chiffres, un résumé des chiffres du Top Eco. Donc ceux qui étaient là l'année dernière connaissent un peu le schéma. Alors évidemment, là, ce n'est pas très facile à lire parce que, en gros, on voit que le secteur aéronautique et spatial est vraiment, par rapport aux chiffres, très important. Et encore, dans ces 67 milliards, je pense qu'il y a quasiment la totalité, c'est Airbus. Mais si on enlève Airbus, qu'est-ce qu'on voit? On voit que dans notre département et plus largement dans notre région, on a une représentation des secteurs d'activité qui est très très bien répartie. Commerce, services, agriculture, industrie, bref, c'est très riche et très diversifié. Donc ça veut dire que les talents sont là et que cette porosité finalement des talents, elle peut tout à fait s'effectuer, s'accomplir, ces trajectoires peuvent avoir lieu. Et ça, c'est la bonne nouvelle. Et puis il y a aussi une autre opportunité pour le Top Eco, et là je vais passer la balle à Anthony, serait peut-être de s'inspirer de ce que fait LinkedIn avec les correspondances de valeurs. Et c'est-à-dire qu'on pourrait tout à fait imaginer, plutôt que de classer les entreprises ou en complément du classement des entreprises par leur chiffre d'affaires, d'amener d'autres types de données qualitatives qui pourraient, par exemple, valoriser les engagements des entreprises. Et comme ça, ça permettrait aux personnes ou aux futurs salariés d'identifier plus clairement, finalement, les secteurs ou les entreprises vers lesquelles ils voudraient se diriger. Voilà, je vous remercie de votre attention. Bonne soirée. Merci Emmanuel pour cette présentation très complète, effectivement, en lien avec le thème du jour. Et je vous confirme, cher Emmanuel, effectivement, qu'on a beaucoup de projets pour le Top Eco 2025. Beaucoup de choses sont en préparation. On poursuit la soirée. On a eu des invités exceptionnels tout au long de la journée. On va continuer sur cette belle lancée. J'accueille donc sur la scène Isabelle Patrier, qui est directrice France de Total Energy. Je vous demande de l'applaudir. Oui, merci. Bonsoir à tous. Donc je disais, Isabelle Patrier, vous êtes directrice donc Total Energy France depuis septembre 2021. Total, c'est une entreprise que vous connaissez très bien. Vous êtes rentré en 1992, donc ça fait déjà quelques années, effectivement. Vous avez ça me casse. Hein. Une solide expérience, en tout cas, dans un secteur. Et donc, vous allez nous apprendre, et en tout cas, avoir votre expertise là-dessus. Vous êtes la personne sans doute la mieux placée. On a parlé aujourd'hui de la place du travail, de l'évolution, des révolutions du travail toute la journée. C'est effectivement une thématique qui nourrit et qui souvent est un sujet de préoccupation des entreprises et des chefs d'entreprise au quotidien. Chez Total Energy, quelle est la place finalement du travail dans l'entreprise? Comment se passe justement la réflexion en interne chez Total Energy sur cette thématique? La place du travail, quand on est une entreprise qui est devenue Total à Total Energy, pour bien marquer cette transformation qu'on est en train de vivre, vous imaginez bien que cette transformation qu'on est obligé d'accompagner dans tous les métiers, on en parlait à l'instant, de l'attachement au métier et de j'ai envie de changer de métier. Nous, on change de métier. C'est une réalité. Quand vous êtes chauffeur de fioul, vous savez que votre métier n'existera plus demain. Quand vous êtes opérateur en raffinerie, vous savez que votre métier n'existera plus demain. Quand vous faites l'exploration, production pétrolière ou gazière, votre métier n'existera plus demain. Donc, le sens de la valeur du travail, de ce qu'elle représente, cette valeur du travail, c'est une vraie transformation que vous devez opérer. Nous, on parlait en mètres cubes, en barils, en catonnes.
Aujourd'hui, on doit parler en gigawatts, mégawattheures. Il faut qu'on comprenne les conversions entre les uns et les autres. On est en train d'apprendre un nouveau métier qui est l'électricité, puisque notre ambition, c'est d'être dans le top 5 des producteurs d'électricité bas carbone en 2030. 2030, c'est quand même bientôt. Pour être dans le top 5, évidemment, il faut que nos métiers, nos compétences et cette valeur du travail et de cet attachement au travail nous permettent et nous donnent les moyens de la transformation de ces métiers et de ce travail pour tous nos collaborateurs sur toute la planète. Alors, et on est 100 000. Hein, donc, on parle de la place du travail, la place effectivement de l'évolution des métiers. En lien, il y a une question effectivement qui nourrit donc, le quotidien chez l'entreprise, des salariés. Les préoccupations sont les politiques sociales qui sont scrutées. Aujourd'hui, la RSE est partie prenante, finalement, elle est l'une composante de la stratégie des entreprises, bientôt effectivement aussi obligatoire. Quelle politique en la matière chez Total Energy? Aujourd'hui, il y a beaucoup de leviers finalement. On a encore revu des débats et un accord sur le partage de la valeur notamment. On a eu beaucoup d'actualités ces derniers mois. Sur tous ces sujets-là, quelle est la politique sociale qui est menée envers les salariés chez Total Energy? Alors, je ne sais pas si vous l'avez vu, hein, en 2022, on a eu des résultats qui étaient très exceptionnels. Et évidemment, la négociation que le MEDEF a portée avec les autres organisations syndicales dans le partage de la valeur, on se l'est appliqué à nous-mêmes. On a fait une prime mondiale hein, qui était entre 3 et 6 000 euros pour tous nos collaborateurs sur toute la planète pour leur permettre de partager cette valeur qui était assez particulière en cette année-là. Évidemment, on a un intéressement participation dont la moyenne était à 9 000 euros l'an dernier parce que les résultats étaient ce qu'ils étaient. Et puis, on a eu les moyens de faire une augmentation globale de 7,5% sur les salaires de base et 15% d'augmentation sur les parts variables de nos cadres. Je vais différencier ça de nos collaborateurs, de ce qui est donné aux dirigeants. Parce qu'en fait, les dirigeants ont une rémunération qui est indexée sur un certain nombre de critères, et ces critères ne reflètent pas forcément le résultat de l'entreprise. Il y a évidemment le résultat de l'entreprise, il y a leur résultat individuel de manager et de ce que son équipe peut produire ou sa direction peut produire, mais on a aussi un certain nombre d'indicateurs qui sont l'impact CO2. Donc si l'entreprise n'a pas de réduction d'impact CO2, les managers n'auront pas la part variable correspondant à ça. Si en termes de sécurité, on a des fatalités, c'est-à-dire on a des accidents mortels, on va avoir un impact, et on est dans des activités qui sont dangereuses, on a un impact sur notre part variable aussi. Et évidemment, ça change d'une année sur l'autre et c'est assez précaire. Je dirais de se dire la part variable chez Total Energy, chez les dirigeants de Total Energy, c'est celle-là, je ne peux pas vous la donner. Simplement, ça vous montre la mobilisation nécessaire de tous sur des sujets qui sont majeurs, aussi bien du résultat global et donc une solidarité vis-à-vis du résultat global de l'entreprise, mais aussi individuel d'une branche d'activité, d'une direction, de l'impact CO2 parce que chacun doit faire ces efforts-là pour qu'on puisse y arriver et la transformation de l'entreprise. En 2020, avec le Covid, on n'a pas eu de part variable. Voilà. Et est-ce que pour vous, il y a une difficulté justement de transmettre ce message, alors soit à l'opinion publique ou un message médiatique, quand on parle de redistribution? Justement, vous avez détaillé tout ce qui a été fait, tout ce qui est fait justement au niveau des salariés. Quand on parle profit, milliards d'euros, effectivement, des choses peut-être incomprises. Comment justement on fait entendre la voix patronale finalement dans ces sujets-là de redistribution? Est-ce qu'il n'y a pas une difficulté là-dessus et comment vous travaillez justement pour faire entendre ça? Vous le voyez, aujourd'hui d'ailleurs on a annoncé, parce qu'il y a nos collaborateurs mais il y a aussi nos clients, aujourd'hui on a annoncé, après les annonces de février de plafonnement du prix de l'énergie à 1,99, on vient d'annoncer qu'on allait prolonger au-delà du 31 décembre le 1,99. Enfin, le montant que ça va représenter l'année dernière, les remises de 20 ou 30 centimes qu'on a fait tout au long de l'année, selon les zones, les résultats en fonction des départs en vacances sur les stations d'autoroute, ça a représenté une enveloppe de 500 millions d'euros. Cette année, je ne sais pas à combien on sera, mais compte tenu de l'évolution des prix du baril, aujourd'hui, je pense qu'on va aussi le chiffrer en plusieurs centaines de millions d'euros. Ce que ça représenterait l'an prochain, je ne le sais pas du tout. On le fait pourquoi? Parce qu'on est une entreprise française, notre siège est en France. Aujourd'hui, notre actionnariat n'est pas complètement, alors peut-être qu'il faut que je vous le dise aussi, mais on parlait de critères ESG. Les critères ESG, ça
correspond à des critères qui prennent en compte la gouvernance, la biodiversité, des enjeux environnementaux et des enjeux sociaux et sociétaux. Total Energy a de très bons ratings par les agences de notation ESG. Simplement, l'éco-médiatique qui est attaché et qui s'attache à attaquer notre entreprise aujourd'hui fait qu'il y a un certain nombre d'investisseurs qui n'investiront plus chez Total Energy. C'est le cas d'un certain nombre de banques ou de fonds. Alors que, comme on a un très bon rating, un rating international, en fait, les entreprises étrangères, et notamment américaines, augmentent leur participation et leur actionnariat chez Total Energy. Et aujourd'hui, ils étaient à moins du tiers de l'actionnariat. On vient de se rendre compte à fin août 2023 que l'actionnariat américain est aujourd'hui à 47%. Donc vous imaginez bien que demain, quand vous êtes chef d'entreprise, quand vous avez une entreprise dont l'actionnariat est à plus de 50%, qui va devenir majoritaire, il va imposer un board qui sera son reflet. Quand vous allez lui dire, en France, on veut qu'il n'y ait pas forcément le pays, on fait de l'exploration-production. D'ailleurs, depuis la loi Hulot, c'est interdit. Qui n'a pas de résultat dans ce pays-là, d'aller pratiquer un plafonnement des prix à la pompe qui va coûter, je ne sais pas combien, mais plusieurs centaines de millions, là, ça ne sera plus exactement la même chose. Donc, il y a quand même je dirais, dans ce qui se fait et dans cet impact ESG qui est fondamental pour nos entreprises, et il faut absolument qu'on travaille tous et que vous travaillez tous dessus. Il y a aussi cette éco-médiatique qui va venir interférer et avoir des conséquences. Je crois que c'est la table ronde d'avant où on parlait justement de ça et c'était très bien exprimé. C'est l'éco-médiatique d'une partie de la population qui va se mobiliser beaucoup plus que la majorité de l'autre qui n'aura pas porté sa voix, a des conséquences. La majorité silencieuse un petit peu. Aura des conséquences sur nos entreprises. Alors Total, pour finir sur cette question, c'est 3400 stations en France. Oui. Donc vous avez annoncé effectivement aujourd'hui la prolongation en 2024 du prix plafond à 1,99 €, là où le gouvernement aujourd'hui serre le robinet sur les ristournes. C'est-à-dire qu'en fait, il se repose sur vous finalement sur ces questions. Oui, vous l'avez remarqué. C'est une réalité. Évidemment, peut-être je vais le rappeler aussi, les prix à la pompe aujourd'hui, nous on est plutôt collecteur de taxes, parce qu'en fait à la pompe on fait 1 centime de marge. On collecte 70% du prix à la pompe, c'est des taxes, la TICPE et la TVA. Qu'on collecte pour l'État, c'était à peu près 38 milliards de taxes qu'on a collectivement dans la distribution collectée l'an dernier. Total Energy, c'est 3400 stations, c'est un quart en fait du réseau de stations-service en France. Le reste, c'est essentiellement de la grande distribution. Il y a de moins en moins de pétroliers qui sont dans les distributions. Nous-mêmes, d'ailleurs, on a vendu tous nos réseaux de stations-service en Europe, puisque l'Europe a décidé de plus de véhicules thermiques vendus à partir de 2035. Donc, comme la recharge et nos politiques ont fait un choix technologique, puisque nos politiques ont fait un choix de l'électricité, donc les véhicules seront majoritairement à l'électricité demain sur le territoire de l'Union européenne. On a vendu tous nos réseaux de stations-service, il ne reste plus que la France en fait, puisque à la fin de l'année, on n'aura plus ni l'Allemagne, ni la Belgique, ni les Pays-Bas, ni le Luxembourg, après avoir vendu le Royaume-Uni et l'Italie. Et l'Espagne. Donc on est le dernier village gaulois du réseau de stations-service. C'est la France, c'est nos bases, j'espère qu'on va les garder longtemps. Mais à partir du moment où on fait un choix technologique et la recharge sera à 40% à votre domicile et à 40% au bureau, en dehors des grands axes qui devront accompagner avec des bornes de recharge, on en a 18 000 aujourd'hui en France, de bornes de recharge pour les véhicules électriques. C'est vrai que la position d'un réseau de stations-service et la question de sa pérennité dans un groupe d'énergie se pose. Alors on va parler des énergies renouvelables. D'abord un focus sur l'Occitanie. Total Energy en Occitanie, c'est aujourd'hui plus de 800 salariés, plus d'une centaine de projets. Et c'est aussi la région qui a le plus gros pôle d'énergie renouvelable en France. Effectivement, on est une région à gros potentiel. C'est ce que nous disait Sylvain Panas dans une interview accordée à Entreprise Occitanie au printemps dernier. Les énergies renouvelables, quelle est la place justement dans la politique de Total? Quel est le mix travaillé chez Total Energy et quelle est la place accordée, et même au sein de l'entreprise, en tant que diversification, en tant que formation aussi?
Alors Total Energy s'est engagé à être zéro émission nette ensemble avec la société en 2050. Ça veut dire qu'il faut qu'on trace une trajectoire avec un certain nombre de bornes, un peu comme ce qu'a fait le pays France, hein, avec une loi de programmation pluriannuelle de l'énergie et une stratégie nationale bas carbone qui fixe des étapes, des échéances. Et on a une première échéance qui est 2030 et une échéance ultime qui est zéro émission nette, qui est 2050. Pour y arriver, évidemment, il faut qu'on change notre mix énergétique. On a déjà commencé à changer. Vous savez que la référence de la stratégie nationale bas carbone et la PPE, c'est 2015. Donc il faut que les entreprises arrivent à réduire leur niveau d'émissions de CO2 en partant de 2015, avec ce premier bornage 2030. Donc ça a complètement modifié notre mix énergétique. On était à 65% pétrole en 2015. Là, on est à 47%. Puisqu'on devient de plus en plus gazier, puisque le gaz va devenir l'énergie de transition, et ce gaz va devoir de plus en plus se décarboner, hydrogène vert, biogaz, pour être bas carbone. Et puis nos molécules de pétrole, en fait, elles se sont décarbonées parce qu'on s'est lancé dans on a arrêté la moitié de nos raffineries françaises, qui ont été reconverties en bioraffineries pour faire des biocarburants aériens durables ou des biocarburants terrestres ou de l'E85, de façon à baisser aussi nos molécules. On est aussi producteur de plastique et donc on a lancé notre première unité de production de bioplastique en Thaïlande. On s'est lancé aussi dans le recyclage de plastique pour être dans l'économie circulaire. On est devenu leader en France du biogaz et en Pologne. On a énormément aussi développé aux États-Unis. Notre objectif, c'est d'être l'un des plus grands électriciens au monde en 2030, d'être dans le top 5 des producteurs d'électricité renouvelable en 2030. Et donc, on investit 5 milliards par an, 4 dans l'électricité, 1 dans les molécules bas carbone, pour arriver à un mix énergétique qui aura réduit au rythme de la stratégie nationale bas carbone pour la France, mais au rythme de chacun de ces pays. On est déjà dans le top 5 des producteurs d'électricité bas carbone aux États-Unis depuis l'année dernière. Donc continent par continent, il faut absolument qu'on arrive à faire ça et on ira là où on pourra aller le plus vite possible. Alors c'est pas forcément la France, hein, c'est compliqué la France. Vous mettez 7 ans pour faire une centrale solaire, 10 ans une centrale éolienne, 15 ans une centrale éolienne offshore. Vous mettez, quand vous avez un biométhaniseur, 2 ans pour avoir un plan d'épandage de vos digestats à la sortie du biométhaniseur. 2 ans versus 2 mois aux États-Unis. Donc moi, quand je me compare avec mes collègues, je ne suis pas forcément dans le pays qui accélère le plus. On met beaucoup d'attentes dans la loi de programmation et dans la loi d'accélération des énergies renouvelables. Ça serait bien que la France arrête de payer des amendes, qu'on puisse nous-mêmes avoir des permis plus rapidement, parce que construire une unité, on sait le faire, on sait construire des unités d'énergie. On sait aussi construire des unités de stockage d'énergie et de containers pour stocker l'énergie intermittente du solaire ou de l'éolien. Mais par contre, on met tellement de temps en France à avoir des permis. On met 4 ans à peu près pour avoir un permis, puis après, il faut construire, quoi. Donc vous mettez, je vous dis, en moyenne 7 ans pour le solaire. Vous mettez 3 fois moins dans certains autres pays du monde. Alors des blocages et des normes administratives, effectivement, qu'on voit aussi dans beaucoup de secteurs économiques, effectivement. Alors, justement, on reste sur le sujet des énergies renouvelables. Il y a cette politique-là. Est-ce que l'intendance suit, j'allais dire, justement, au niveau de la formation des équipes, au niveau des compétences? Est-ce que vous arrivez à recruter, justement, pour cet avenir, ce mix énergétique? Est-ce qu'il y a des difficultés particulières dans certains secteurs? Comment vous fonctionnez, justement, pour pérenniser, travailler aussi à l'avenir de ce mix et de former les salariés? Alors, pour recruter des ingénieurs, on n'a pas de difficulté. Il y a beaucoup d'ingénieurs en France. Là, on a fait un programme Young Graduate et on avait 150 CV par poste. Donc, en termes de formation, la France forme des ingénieurs et globalement, dans le monde des ingénieurs, on en trouve. On travaille sur des sujets qui les intéressent. Je veux dire, le stockage de batteries, on fait des tests avec des constructeurs automobiles pour essayer de prolonger la durée de vie d'une batterie, d'un camion, pour essayer d'avoir une autonomie et puis avoir ce parcours client assez difficile pour l'électricité. Donc ça les attire. Par contre, ce que nous ne trouvons pas, c'est des opérateurs, des techniciens. Pour faire des pales d'éoliennes, il faut des soudeurs, il faut des chaudronniers. Pour faire de l'électricité, il faut des électriciens. On ne forme plus d'électriciens en France. Donc en fait, c'est tous ces métiers intermédiaires que nous ne trouvons plus, parce que c'est des métiers qu'on avait, entre guillemets, abandonnés. J'espère que la réforme de la formation professionnelle sera efficace
et pragmatique pour nous permettre justement d'avoir des bonnes compétences et expliquer aux jeunes, parce qu'en fait c'est finalement au collège qu'on prend cette décision-là. Donc comment au collège on prend la décision d'aller dans ces métiers qui sont les métiers d'avenir, qui sont les métiers à impact sur le climat justement, pour avoir ces vraies formations. Et évidemment, nous, en interne, on a fait deux choses. On a créé une branche OneTech, c'est-à-dire qu'on a mis dans la même branche toutes les recherches et développements de toutes les branches, les carburants, l'offshore, le gaz, etc. On les a tous mis dans une même branche, et tous les nouveaux métiers aussi. Donc quand vous êtes un spécialiste de l'offshore gazier ou pétrolier, ben, en fait, on se dit qu'il y a quand même quelques compétences qu'on peut récupérer pour l'éolien offshore. Quand on vend un réseau de stations-service en Allemagne, aux Pays-Bas, enfin dans tout le nord de l'Europe, on vient de le faire, on vient de vendre nos stations de 3 milliards. Ça nous a permis, parce qu'on en a les compétences et qu'on a pu faire monter en compétences ceux qui sont dans l'éolien grâce à ceux qui étaient dans l'offshore pétrolier, bah, ça nous a permis de répondre avec BP, là, les 12 milliards d'éoliens offshore de l'Allemagne, bah, c'est BP, Total Energy en fait, qui seront les grands acteurs de la production d'électricité renouvelable de l'Allemagne demain. Sur ces axes-là. C'est comme ça qu'on essaye de faire, en se disant des gros projets à plusieurs milliards, on sait les mener, c'était un peu notre ADN quand on était pétrolier ou gazier. Il faut qu'on arrive à les mener avec des compétences qui savent mener des projets, qui ont certaines compétences qu'on va faire monter. Voilà. Et deuxième chose que nous avons faite, c'est qu'on a formé cette année, et on est en train de le faire par STEP, à l'électricité, les 100 000 collaborateurs de Total Energy sur la planète. Donc dans les 130 pays dans lesquels nous sommes, on a tous une formation depuis le début de l'année sur l'électricité pour apprendre ce nouveau métier qui sera notre métier de demain, parce que dans 7 ans, on est électricien en fait. Et alors, en lien justement avec l'évolution du travail, en lien avec les nouvelles générations, c'est un thème de l'après-midi. Est-ce que les nouveaux ingénieurs, les jeunes souvent en priorité, en particulier, ont l'envie d'aller chez Total Energy? Est-ce qu'il y a un sujet à ce niveau-là? Ou est-ce qu'il y a aujourd'hui des freins, effectivement? Est-ce que les jeunes se tournent vers vous plus aussi naturellement qu'avant, finalement? On recrute, on a beaucoup recruté d'ailleurs à la sortie de Covid, parce qu'à la sortie de Covid, on s'était rendu compte qu'on récupérait plein de stagiaires de plein d'entreprises qui étaient en fait encore fermées suite au Covid. Et nous, on est revenus très très rapidement. Je dirais, nous, le 11 mai, on était tous à la Défense. On était, je pense, la seule tour ouverte d'ailleurs. Et donc, en fait, on a récupéré les stagiaires de toutes les entreprises, soit de la Défense, soit du gouvernement, soit des ministères, qui ne trouvaient plus de stage parce que tout s'était refermé. Et à ce moment-là, on a pris conscience, et notre PDG, Patrick Pouyanné, a pris conscience qu'il allait peut-être y avoir un énorme choc pour les jeunes. Et donc, on a fait un plan de départ volontaire pour faire partir une génération et faire entrer une nouvelle et leur donner l'opportunité de rentrer sur des métiers qui étaient des nouveaux métiers, qui pouvaient les attirer, parce que je pense qu'on a une jeunesse qui... Enfin, moi, je suis de la génération We Are the World, We Are the Children, c'était la fin en Afrique. Bah, les jeunes d'aujourd'hui, leur combat, c'est le climat. Et donc, quand on leur propose d'arriver sur travailler sur les batteries, sur le stockage, sur la pérennité d'une énergie intermittente pour pouvoir lui permettre de durer, en fait, on n'a pas de problème là-dessus. Alors, vous aurez toujours 20 personnes à Polytechnique, HEC, ESSEC ou je sais pas, qui ne voudront pas rentrer parce que ce n'est pas dans leur valeur de venir travailler chez un pétrolier. C'est marginal aujourd'hui. C'est marginal. Ah oui, c'est marginal. Hein, ouais, c'est marginal. Malheureusement, alors évidemment, on a 1400 personnes qui sont parties. On a déjà recruté 900 sur les 1400 postes jeunes. Donc, ce n'est pas un problème de recruter un peu partout sur la planète. Et puis, bon, je vous rappelle, on est 35 000 en France sur 100 000. On est dans 130 pays. On a des centres de recherche aux États-Unis, en Asie, en Afrique, en Europe, un peu partout. On est un peu la planète quand même quand on est Total Energy. L'exploration-production, c'est historiquement dans des pays qui ne sont pas des grandes capitales de l'OCDE. Donc on a des profils qui sont très variés et c'est important pour nous aussi d'avoir ces profils variés-là parce que ça nous permet aussi d'avoir une vraie diversité de profils sur ces nouvelles énergies. Alors on revient sur le cœur de métier, effectivement, Total Energy, c'est du pétrole, il reste encore du pétrole, évidemment. L'exploration des puits de pétrole, des puits de gaz, un petit peu partout dans le monde, vous en avez parlé.
l'activité a-t-elle de l'avenir et quelle est la vision à long terme effectivement sur ces forages, sur ces grands travaux, j'allais dire finalement. Quel est l'avenir du pétrole et quel est l'avenir du pétrole chez Total Energy? Alors l'avenir du pétrole, je ne sais pas si vous l'avez vu, il y a un rapport qui est sorti juste cette semaine qui disait, de l'AIE qui disait qu'on allait atteindre un peak oil d'ici 2030. En 2022, on a eu une consommation, enfin la consommation de pétrole était de 100 millions de barils jour. On sera à 2 millions par jour de plus cette année. Donc en fait, on est à 102 millions de barils jour d'énergie fossile consommée. Parce qu'aujourd'hui, les usages, c'est plus de 80% de la planète, des usages de la planète, c'est du pétrole encore, et du gaz, c'est du fossile. Et donc, il faut qu'on réduise cette part de fossile tout en accompagnant à peu près 1 milliard de personnes qui n'ont toujours pas accès à l'énergie et qui demandent un accès à l'énergie, donc un besoin supplémentaire, tout en accompagnant une population qui croît et qui ne cesse de croître. Donc on nous reproche de continuer à forer et on nous reproche de continuer à investir dans les champs pétroliers et on continue pour une raison technique, c'est que si vous n'investissez pas dans un champ pétrolier ou gazier, vous perdez 4% de sa production par an. Donc il faudrait que la planète entière baisse sa production de 4% pour que l'intégralité de l'industrie pétrolière et gazière arrête d'investir dans les champs même existants. Voilà, donc ça c'est la quadrature du cercle. Donc on nous reproche de continuer en même temps la demande et donc vous tous dans la salle vous continuez à consommer, mais il y a aussi des pays qui n'ont pas accès à l'énergie, qui veulent avoir accès à l'énergie et qui continuent de consommer et qui veulent avoir cet accès et consommer. Donc voilà, nous il faut à la fois qu'on réponde à une demande qui doit décroître et à la fois préparer les infrastructures et l'énergie de demain pour répondre à la transition que vous devez opérer et que nous devons nous-mêmes aussi opérer. Parce que nous, en parallèle, il faut qu'on réduise notre empreinte carbone sur nos propres activités. Ce qu'on a fait, quand je vous dis qu'on a fermé à la moitié de nos usines en France, on les a fermées, on les a reconverties. Certaines bioraffineries utilisent encore de l'hydrogène. Il va falloir décarboner cet hydrogène que nous avons dans nos process et on ne sait pas faire autrement. Ça ne marche pas avec de l'électricité sur le process de distillation. Donc, il va falloir qu'on le fasse. Comme vous devez le faire dans vos flottes de véhicules, dans l'usage que vous avez de l'énergie. Donc, le mot d'ordre, c'est tuer le CO2. Donc, tuer le CO2, ça veut dire réduire notre consommation, avoir de l'efficacité énergétique pour réduire cette consommation, ce qu'on recommande à tous de faire et d'avoir comme plan, et puis avoir une certaine sobriété, ce qu'on est arrivé à faire, mais de la faire au long cours, et puis changer les usages progressivement, mais il ne faut pas se tromper, il faut construire le parc énergétique de demain, ainsi que les infrastructures. Je vous donne un exemple. Aux États-Unis, il y a des fermes solaires qui ne tournent pas au Texas, qui ne peuvent pas injecter au réseau, parce qu'en fait, comme il n'y a pas d'interconnexion entre l'État du Texas et ses voisins, en fait, ça ne sert à rien de les mettre au réseau, puisqu'il n'y a pas d'interconnexion. Ils sont arrivés à caper leurs besoins. Donc, en fait, il y a des fermes solaires qui sont write-offées dans les comptes des entreprises, parce qu'en fait, elles ne servent à rien. Nous, on a une chance en Europe, c'est qu'on a des interconnexions avec tous nos voisins. Et alors l'année dernière est une année exceptionnelle où on a importé de l'électricité pour la première fois ever, historique. Mais théoriquement, la France était exportatrice et dans ces tuyaux, en fait, ça nous permet aussi d'avoir des sécurités. On a énormément importé d'électricité d'Allemagne, base charbon, by the way. Mais c'est un peu ça qu'il faut qu'on fasse et c'est l'accélération des permis, de la construction de ces centrales, la construction de ce parc nucléaire, la construction de cette production, mais aussi des infrastructures, réseaux, tuyaux, pipes, pour avoir de l'hydrogène qui sera transporté demain et peut-être importé, parce que si on ne va pas assez vite, nous, et qu'on transfère très vite nos usages, il arrivera d'ailleurs. L'hydrogène, justement, vous y croyez? L'hydrogène vert, est-ce que c'est une énergie à laquelle vous croyez et comment vous travaillez en ce sens? Comment vous analysez le potentiel, j'allais dire, même économique de cette énergie? Alors l'hydrogène... D'avenir, dites d'avenir. Oui. L'hydrogène dans un process industriel, je le disais tout à l'heure, quand il est incontournable, vous n'avez pas le choix, il faut passer par de l'hydrogène
bas carbone. Donc ça veut dire, soit vous avez une ferme solaire, éolienne en amont ou hydro, et vous fabriquez votre électricité pour alimenter un électrolyseur et fabriquer de l'hydrogène. C'est pas naturel ce que je vous dis, vous passez de l'électricité vers le gaz, mais vous passez par du gaz qui est nécessaire dans un process industriel. Donc ça, c'est un incontournable, on n'a pas le choix, il va falloir le faire. La difficulté que nous avons aujourd'hui, elle est technologique. On avait un très grand projet, et on en a sur toutes nos bioraffineries, c'est de trouver des électrolyseurs avec des technologies fiables. Aujourd'hui, on n'est pas encore complètement confiant. Vous avez vu un peu dans certaines technologies, c'est pareil sur de l'éolien offshore, vous avez vu les Vestas ou Siemens dont les actions sont tombées parce qu'on a encore des gros enjeux aussi de technologie, de fiabilité et de dimensionnement de notre production d'électrolyseurs pour pouvoir y répondre. Par contre, faire de l'hydrogène, donc fabriquer de l'électricité pour alimenter un électrolyseur, pour stocker de l'électricité, pour refaire de l'électricité, voilà, pas compris. Vous posez encore quelques voilà, questions. Alors nous, on est une boîte d'ingénieurs, on ne comprend pas bien. Puis économiquement, on comprend encore moins. Et quand on va vous le vendre, vous comprendrez encore moins. Donc nous, on est pour l'énergie pragmatique, bas carbone, mais abordable, parce que si vous ne pouvez pas vous la payer demain, elle ne marchera pas. Donc il faut trouver la bonne énergie qui va bien. C'est pour ça qu'on pense qu'aujourd'hui, l'énergie intermédiaire sur un certain nombre de carburants, c'est les biocarburants. Maintenant, la biomasse de la planète ne suffira pas à faire des biocarburants aériens. Les biocarburants aériens, pour les 500 millions de tonnes de l'aviation, en fait, il faut des huiles alimentaires usagées et des graisses animales. Alors, si on arrête de manger de la viande, on n'en aura plus. Mais ça ne suffira pas à répondre aux enjeux des 500 millions de tonnes pour décarboner les 500 millions de tonnes de biocarburants aériens. Donc il faut absolument qu'on trouve une autre énergie. On met énormément de recherches, on met 1 milliard par an dans la R&D chez Total Energy pour essayer de trouver les molécules synthétiques de demain qui nous permettront de produire de façon massive des énergies qui pourront se substituer aux énergies fossiles. C'est l'e-méthanol. Après, c'est des projets à 7 milliards. Et après, on se posera aussi la question de la souveraineté. Quelle est la souveraineté énergétique qui sera associée à ça ? Dans quel pays on aura les incitations pour produire ces fuels synthétiques, sachant que la technologie du fuel synthétique, on la connaît théoriquement, c'est hydrogène plus CO2, ça fait une réaction chimique qui produit de l'énergie. Je le dis, ça a l'air simple comme ça, on n'y est pas encore complètement de façon massive. On sait le reproduire, on n'a pas encore complètement la capacité non plus de capter du CO2 biogénique, parce que ce n'est pas le CO2 qu'il faut capter, c'est du CO2 biogénique pour pouvoir le mélanger avec de l'hydrogène et faire ces fuels synthétiques-là. Donc on y est pas loin. Voilà, c'est ça les pistes, je dirais, pour décarboner sur notre trajectoire. Donc on a des intermédiaires, on a des steps. Et à 2030, on sait comment on y va. Et après, on sait ce qu'il va falloir qu'on fasse pour l'étape d'après. Alors tout reste à construire en la matière, donc si on a bien résumé. Oui, on est dessus. Alors Total Energy, c'est aussi l'actualité, c'est le mondial de rugby. Oui. Vous êtes partenaire effectivement de cet événement. Oui. Nous avons aussi, nous, sur le Top Eco, placé la métaphore rugbystique également cette année. Comment, parlez-nous de ce partenariat justement, de ce partenariat éducatif, social également, et des actions qui sont menées un petit peu partout en France, et notamment ici à Toulouse et dans la région. Alors, j'ai déjà parlé de Banyuls, parce que moi je suis de Banyuls, je suis catalane, donc je viens d'une terre de rugby, donc je suis occitane, c'est l'Occitanie, Pyrénées, Méditerranée, Pyrénées quand même. Donc moi j'ai vécu le tournoi des 5 nations à l'époque avec mon père à la télé, parfois au stade, Aimé Giral, l'USAP, et qui a quelques difficultés en ce moment. Mais voilà, mais qu'on encourage fortement. Donc moi, je suis très rugby depuis toujours. Donc je suis ravie qu'on soit sponsor de la Coupe du Monde de rugby. Évidemment, on s'était engagé avec les autres sponsors partenaires de cette Coupe du Monde d'accompagner le rugby aussi dans les territoires, parce qu'en fait, le rugby, c'est les territoires, même si c'est beaucoup l'Occitanie.
moins d'autres. Mais c'est beaucoup l'Occitanie, mais c'est quand même beaucoup les territoires. Hein. Il y en a de Lyon à Bordeaux, il y en a à Paris, il y a même 2 clubs à Paris. Hein. Donc, respect, le plus vieux club de France est au Havre, c'est le HAC. Donc voilà, effectivement, c'était important aussi de le diffuser. Et donc on a lancé 2 choses, le tournoi national des quartiers. Et donc on a appris à des gamins qui ne connaissaient pas du tout le rugby, ce que c'était que le rugby quand on est arrivé dans les quartiers, dans ces zones prioritaires de la rive, dans les QPV, avec des ballons de rugby, ils nous disaient ah bon, mais bizarre ton rugby, madame. et parce qu'en fait, ils ne connaissaient que le ballon rond. Et donc, on leur a appris ce que c'était que le rugby, comment on joue au rugby, ce que c'était que les valeurs du rugby. Je pense que c'est important aussi de le partager. Et ce collectif, c'est important. Nous, en pleine transformation, vous imaginez bien qu'on est une entreprise qui a besoin d'un vrai collectif là, en ce moment, et pour se transformer et pour résister aux assauts extérieurs. Je pense que c'est pas mal de passer ça aussi à des gamins des quartiers pour leur montrer que ça existe. Alors évidemment, l'étape d'après, c'est comment est-ce qu'on transporte des stades de rugby dans des quartiers qui n'en ont pas. Ça sera une question de politique de la ville. Et puis la deuxième chose que nous avons faite, c'est un challenge des clubs amateurs avec la Dépêche du Midi et le Midi Olympique, puisqu'on a monté un challenge avec 300 clubs amateurs français qui s'affrontent et dont la finale aura lieu le 27 octobre, donc la veille de la grande finale. Les 30 clubs qui arriveront en tête auront une dotation ballon chasuble pour l'année. Et puis on a quelques initiatives isolées, puisque le 1er septembre à Aimé-Giral, mais bon, j'y suis un peu... Toujours le pays catalan. Bah, oui, évidemment. On a réuni 1200 gamins, tous nos abonnés, pour suivre l'entraînement Portugal-Samoa au stade Aimé-Giral. Donc les gamins étaient juste hyper ravis. On leur a donné des petits ballons de rugby en goodies et on a offert à tous leurs clubs amateurs la dotation ballon chasuble pour l'année. C'est compliqué de se payer des ballons, c'est cher, des bons ballons, c'est cher des chasubles. Donc voilà, on a essayé aussi de faire ça. Donc dans d'autres régions, en Bourgogne, au Havre, dans d'autres régions d'Occitanie aussi, on a des initiatives de ce type pour accompagner cette Coupe du Monde. Et évidemment, il va falloir qu'il y ait un après Coupe du Monde pour ne pas stopper net cet engouement pour le rugby qui, à mon avis, va monter avec la performance de nos Bleus. Alors on rappelle que l'Occitanie, 3 villes hautes, le Japon réside à Toulouse, les Samoa à Montpellier et le Portugal à Perpignan, vous l'avez signalé, effectivement. Merci Isabelle Patrier de votre venue et de votre intervention. Merci à vous. On continue la soirée effectivement avec, mais j'appelle sur scène, Monsieur Patrick Martin, qui est nouveau président du MEDEF depuis cet été. Patrick Martin, bonsoir. Donc, bonsoir. Vous êtes le nouveau président du MEDEF, élu au mois de juillet face à Dominique Carlac. Vous êtes un Bressan avec une longue expérience effectivement au sein du MEDEF, au MEDEF régional vers chez vous et ensuite national. Vous avez intégré donc l'entreprise que vous dirigez aujourd'hui, Martin Belaïssou Expansion, fondée en 1829, qui est spécialisée dans la distribution industrielle et dans le bâtiment. Voilà, pour votre parcours, et vous aimez beaucoup le rugby. Mais on va peut-être y revenir. Première question, finalement, c'est la même question que pour Isabelle Patrier, en lien effectivement avec le thème du travail. La place du travail, les évolutions du travail. Alors, le thème de la REF nationale, c'était « Demain ne meurt jamais ». L'évolution du travail, c'est quoi pour demain? Est-ce que c'est dangereusement vôtre ou le spectre d'un nouveau monde? Qu'est-ce que c'est l'évolution du travail? Je voudrais commencer par vous saluer toutes et tous, vous remercier de votre invitation, singulièrement mon ami Pierre-Olivier Naud.
apporter juste un petit complément d'information. Mon entreprise a également une activité industrielle. Je le mentionne parce qu'elle est basée à Portet-sur-Garonne et acquitte scrupuleusement sa cotisation, bien sûr. Et tournée encore très essentiellement vers les industries pétrolières et gazières. Donc tout ce qu'a pu dire tout à l'heure mon amie Isabelle me parle à tous égards. Je partage d'ailleurs tout ce qu'elle a dit, y compris sur le rugby. Bon, donc... à part qu'elle a oublié de mentionner Bourg-en-Bresse, qui est un club absolument éminent, Oyonnax, autre club absolument éminent, et le Lyon Olympique Universitaire. Voilà, donc il faut qu'on s'explique. Bien, pardon. Le travail, oui. La place du travail, quelle vision portée par le MEDEF sur cette question-là? Alors, nous, on se doit d'être très à l'affût, très en veille sur toutes les évolutions sociologiques, de même que géopolitiques, technologiques, etc., etc. Mais enfin, par définition, nous sommes des entrepreneurs, donc nous sommes des décideurs. Et donc, notre enjeu, c'est d'identifier les tendances pour ensuite adapter nos organisations, nos politiques, nos messages aux tendances qu'on aura identifiées. Mais je voudrais insister sur un point, au risque de surprendre. Il faut, dans le même temps, tout en étant bien convaincu qu'il nous faut décider, on a un devoir quand même d'exercice de notre esprit critique. Ce que je veux dire par là, souvenons-nous qu'au moment dès le premier confinement d'ailleurs, il y a eu une espèce, et c'était normal, une espèce de sidération collective, et l'expression consacrée, c'était le monde d'après. C'est QFD, plus rien ne sera comme avant. De la même manière, pour des raisons sanitaires, nos organisations, en bonne intelligence avec les organisations syndicales, nos entreprises, ont mis en place massivement le télétravail. Et tout le monde s'est convaincu que le télétravail était l'alpha et l'oméga, la solution à tout. Et je continue, aujourd'hui, il y a effectivement, mais encore faut-il en mesurer précisément à la fois l'ampleur et le sens, tout ce débat sur la valeur travail. Moi, j'avoue avoir été un petit peu surpris lors d'une discussion avec la Première ministre dans son bureau, quand elle a commencé à dire « on va devoir légiférer sur la valeur travail ». Légiférer sur la valeur travail, c'est un exercice assez intelligent, trop pour moi, pardon de la comparaison, mais on pourrait légiférer sur le sexe des anges aussi. Bon, plus constructivement, je dirais. Oui, on observe des changements de comportement, mais non, il ne faut pas s'imaginer que tout ce qui existait hier et qui, en bonne part, a donné des résultats, doit être balayé d'un revers de la main. On voit revenir des salariés sur le télétravail. Le débat qui a lieu actuellement sur la semaine de 4 jours a lieu d'être, mais en aucun cas en s'imaginant que ça doit être le standard et a fortiori la règle. On a trop vécu ça avec les 35 heures. C'est très certainement adapté à certaines entreprises, à certaines activités, à certaines populations à l'intérieur de telle ou telle entreprise, mais de là en faire une règle générale et à considérer que c'est la solution universelle, certainement pas. Et je finis par ce point, parce que j'y suis à tous égards extrêmement sensible. Il me semble que les sensibilités, les perceptions, les aspirations ne sont pas les mêmes selon les générations, mais également selon les géographies et selon les métiers. Et je crois qu'un des enjeux principaux, et qui renvoie finalement à cette question du sens, à cette question du collectif, un de nos enjeux principaux, c'est de ne pas fracturer l'entreprise, de ne pas fracturer le collectif de l'entreprise. Parce qu'on sait très bien que certaines organisations du travail ne sont pas accessibles à certaines populations. On le voit dans certaines entreprises. Il y a une véritable fracture qui est en train de s'instaurer, et c'est très grave, entre, pour simplifier les choses, les cols blancs qui, eux, en bonne part, peuvent être en télétravail, et les cols bleus qui, eux, ne le peuvent pas. Ça crée à bon droit des jalousies, a fortiori quand on considère que les cols bleus, en moyenne, c'est statistiquement vérifié, sont moins rémunérés que les cols blancs. Et donc, eux doivent continuer à supporter leurs coûts de déplacement, de trajets professionnels, doivent supporter un certain nombre de contraintes à la fois horaires et financières. Donc, il ne faut jamais perdre de vue cet impératif, de mon point de vue, cet impératif de préservation et au-delà de la préservation, de développement du collectif. Sans quoi l'entreprise n'existe plus, n'a plus lieu d'être.
Or, face aux défis que l'on a, qui sont bien sûr des défis comportementaux, d'attente, d'aspiration de la part des salariés, mais il y a bien d'autres défis. Le défi de l'innovation, en particulier, ça demande quand même une forme d'effervescence, de partage permanent. C'est ce que disait Isabelle tout à l'heure en mentionnant que Total Energy a regroupé les R&D de ces différentes divisions. C'est l'exemple emblématique de ce qu'il nous faut faire, c'est-à-dire faire se parler des gens qui ont des profils, qui ont des parcours professionnels, qui ont des origines très différentes. Et c'est ça l'entreprise en définitive. L'entreprise, c'est ce collectif auquel il faut que nous soyons particulièrement attentifs. Donc ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas essayer d'identifier ces aspirations nouvelles, pour certaines très puissantes. Ça veut encore moins dire qu'il ne faut pas y répondre, mais il ne faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain. Plus prosé, vous pouvez applaudir. Plus prosaïquement, le gouvernement a pour objectif de baisser le taux de chômage à 5%. C'est un objectif martelé ces dernières semaines. Êtes-vous optimiste? Est-ce que c'est possible? Et si oui, par quels moyens et quels leviers? Alors je pense qu'au-delà de l'objectif du gouvernement, ça doit être l'objectif du pays. Parce que c'est infiniment vertueux si on atteint cet objectif de plein emploi, que d'ailleurs le gouvernement lui-même fixe à 5%, étant rappelé que certains pays, l'Allemagne, les États-Unis, sont d'ores et déjà à 3,5%. Donc c'est à la fois très ambitieux, ça veut dire 700 000 créations d'emplois nettes, mais ce n'est pas extrémiste. Et en quoi est-ce que c'est vertueux? On le mesure dès à présent. Bien sûr, d'abord ça donne de la dignité et des revenus à ceux qui accèdent à l'emploi. Ensuite, ça contribue à la création de richesses. Je me permets de souligner un point dans ce débat un peu houleux et peut-être pas très bien amené sur la réforme des retraites. Bien sûr qu'on a parlé de l'équilibre direct des régimes de retraite, mais on n'a pas suffisamment mentionné qu'en mettant à l'emploi ou en prolongeant à l'emploi les personnes de 62 à 64 ans, on générerait 20 milliards d'euros de PIB, qui, soit dit en passant, au niveau de prélèvement obligatoire assez élevé, je crois, dans notre pays. Ces 20 milliards d'euros de PIB, si je calcule bien, généreraient eux-mêmes de l'ordre de 10 milliards de rentrées fiscales et sociales. Donc c'est très vertueux sur le plan humain, c'est très vertueux sur le plan économique. Et oui, il faut y aller très résolument. Comment y arriver? Ça suppose quand même que les conditions de la croissance soient réunies. Parce que c'est quand même, on parle plus, et tant mieux, on parle beaucoup moins d'emplois aidés qui quand même étaient des emplois assez artificiels et assez peu pérennes. Donc il faut aussi, ces emplois doivent être de qualité, et il le faut. Il faut quand même qu'ils soient portés par la croissance. Et on voit bien que la croissance est assez riche en emplois, ce qui pose un certain nombre d'autres problèmes quant à la productivité. Et donc, les voies et moyens existent. Nous, on est très déterminés au MEDEF, en particulier pour accompagner, pour encourager la réforme des lycées professionnels, qui a été évoquée tout à l'heure, qui en l'état est une forme de faillite collective. Mais on a une réussite collective sur l'apprentissage. Donc, les mêmes causes produisant les mêmes effets. Si, en particulier, les entreprises sont étroitement associées à cette réforme des lycées professionnels, on réussira. Et les principaux bénéficiaires, ce sont d'ailleurs les élèves de ces lycées professionnels qui, je le rappelle, pour 60% d'entre eux, 650 000 élèves dans les lycées professionnels, pour 60% d'entre eux ne trouvent pas de débouché professionnel. Le principal gâchis, il est déjà humain. Mais c'est aussi une perte d'opportunité pour notre économie. On va être très en soutien, et ça va être de la dentelle fine. Ça va demander des efforts considérables. On va être très en soutien pour intégrer les titulaires du RSA, qui pour un certain nombre d'entre eux, moyennant des formations très lourdes, très individualisés, peuvent et doivent revenir à l'emploi. C'est d'abord leur intérêt, mais c'est aussi, ça correspond aux besoins de notre économie. Et ainsi de suite. Et finalement, on va avoir un levier extrêmement puissant, qu'on le veuille ou non, la démographie. La démographie, à partir de 2030, les générations en âge actif ne se renouvellent plus en France. Et donc là où on agit d'ores et déjà sur l'inclusion, sur l'insertion, sur la formation, bien souvent par civisme, par esprit collectif, et c'est très bien ainsi, on va devoir le faire plus encore parce que ça sera une nécessité économique. Et ça vaut pour l'emploi des seniors de la même manière. Donc oui, je pense que non seulement on doit y arriver, mais qu'on peut y arriver. Ça suppose que nos entreprises, qui sont quand même la clé de beaucoup de ces problèmes ou de ces sujets-là, que nos entreprises soient
inciter à le faire et qu'on ne rentre pas dans des dispositifs, comme malheureusement la France en a la mauvaise habitude, dans des dispositifs qui soient par trop administrés et par trop génériques, je veux dire par là, sans prendre en compte les singularités des territoires, de l'économie propre à chacun de ces territoires, et donc en faisant confiance aux entreprises, aux partenaires sociaux et aux élus locaux. Vous avez donc succédé en juillet dernier à Geoffroy Roux de Bézieux, à la tête du mouvement patronal. Quelles sont, en quelques mots, les priorités de votre mandat et quelle place finalement accorder pour les territoires, les projets dans les territoires, les souhaits des entrepreneurs, quelle est votre feuille de route finalement? Alors, moi je pense, et tous les débats qui ont eu lieu aujourd'hui et bien d'autres encore, souligne qu'on est rentré dans une grande période de confrontation d'idées. Et tous les points de vue sont recevables, il faut les entendre. Mais je pense que nous, entrepreneurs, le MEDEF lui-même, nous devons réinvestir d'une certaine manière dans ce débat. Non pas par intellectualisme, je vous rassure, je n'ai pas du tout l'intention de faire du MEDEF un think tank. Il y en a d'excellents, d'ailleurs, de différentes origines et sensibilités. Il faut qu'on travaille avec eux. Mais j'illustre mon propos. Je crois qu'on doit être très présent dans ce débat fondateur qui est celui de la croissance versus la décroissance. Et il y a une école montante, singulièrement chez les jeunes diplômés métropolitains, les jeunes diplômés métropolitains. Ça n'est pas une généralité, mais enfin ça existe, qui promeut la décroissance. Et on doit se livrer à ce débat-là. Nous, notre thèse, on l'assume, mais il faut encore l'argumenter et donc réfléchir. Notre thèse, c'est qu'il faut aller vers la croissance responsable. Parce que sans croissance, on ne génère pas de richesse, on ne génère pas d'emploi, on ne génère pas de pouvoir d'achat, au même moment où le sujet du pouvoir d'achat est omniprésent dans le débat public. Si on ne génère pas de croissance, on ne libère pas, on ne dégage pas les marges de manœuvre financières pour investir, s'agissant de nos entreprises, 40 milliards d'euros d'investissements supplémentaires chaque année pour tenir la trajectoire de décarbonation que l'on veut tenir. On n'équilibre pas non plus nos régimes sociaux dans le pays qui, par excellence, a un modèle social fondé sur la redistribution. Mais il faut que cette croissance soit responsable. Voilà, donc moi ce que je souhaite, et on est en train d'avancer là-dessus, c'est que sur ce sujet-là très fondateur, sur les conséquences de la démographie que j'ai évoquées tout à l'heure, qui sont à certains égards préoccupantes, qui renvoient à des sujets très sensibles, par exemple l'immigration économique, mais qui renvoient aussi à des sujets très positifs. Il y a des perspectives extraordinaires autour de la silver economy, sur les conséquences de l'intelligence artificielle pour nos modèles d'affaires, pour nos entreprises, celles qui en tireront parti, celles qui en souffriront, les qualifications qu'il faudra mettre en place en conséquence, les requalifications, les reconversions auxquelles on va devoir procéder. Voilà, qu'on soit une espèce de laboratoire d'idées. Pourquoi? Parce que nos adhérents sont demandeurs. Les très grands groupes sont équipés de ce point de vue, mais 190 000 entreprises adhérentes au MEDEF, 47 salariés d'effectifs moyens. On a, et c'est très bien ainsi, des gros bataillons de PME, PMI, ETI qui sont demandeurs ou demandeuses, qu'on les alimente pour éclairer leurs décisions très opérationnelles, leur stratégie. Premier point. Deuxième point, on va devoir, on l'a fait déjà sous le mandat de mon ami Geoffroy, investir beaucoup plus sur l'Europe. Ayons tous en tête, pour ceux qui ne le mesureraient pas, que plus de 60% des décisions législatives et réglementaires qui s'appliquent à nos entreprises sont d'inspiration européenne. Il y a actuellement des sujets extrêmement structurants, extrêmement lourds, qui engagent notre avenir, qui relèvent de décisions européennes. Je veux parler de quoi? Je veux parler du market design pour l'énergie, je veux parler de la taxonomie qui rendra éligibles ou non certaines activités au financement, je veux parler du devoir de vigilance qui amènera les entreprises à être responsables du comportement de leurs sous-traitants, des sous-traitants de leurs sous-traitants, et ainsi de suite, avec une volonté de l'Union européenne d'aller très très loin, ce qui est une menace considérable, ne serait-ce que par rapport à ce que font ou à ce que ne font pas d'ailleurs les Américains, les Chinois et bien d'autres encore. Donc on va investir beaucoup plus puissamment à l'échelon européen pour faire valoir d'ailleurs en accord avec nos homologues du patronat italien, allemand, espagnol, etc., cette thèse de la croissance responsable. Le troisième point, c'est que moi je pense qu'on va devoir prendre des options politiques plus tranchées. Non pas parce qu'on n'en a pas pris dans le passé, mais parce que les circonstances imposent de prendre des décisions politiques beaucoup plus tranchées et qu'on assume une doctrine.
Je m'explique. Il y a un débat qui n'est pas qu'un débat technique, loin s'en faut, qui n'est pas qu'un débat d'actualité lié à la perspective imminente de l'examen des projets de loi de finances et de projets de loi de finances de la sécurité sociale, qui impacte fondamentalement l'équilibre des pouvoirs en France. Je veux parler des prélèvements qui sont prévus sur l'Agirc Arrco et les 11 à 12 milliards d'euros d'excédent de l'UNEDIC que l'État s'apprête à prélever. Ça pose d'énormes problèmes dans un pays qui est déjà très étatisé, avec une forme de consensus, y compris dans nos rangs, se dire que les excédents que enfin l'UNEDIC va dégager grâce aux créations d'emplois par nos entreprises, grâce aux augmentations de salaire par nos entreprises, que cet excédent de 11 à 12 milliards serait remis dans les finances publiques, ça pose un énorme problème de principe, ça pose aussi un problème beaucoup plus objectif, beaucoup plus concret. Ces 11 à 12 milliards, en bonne logique, devraient être consacrés pour partie à une baisse des cotisations sociales acquittées par les entreprises. Les salariés ne payent plus de cotisations au chômage, parce qu'on sait très bien qu'on a encore des problèmes de compétitivité d'une manière générale, mais de compétitivité salariale en particulier. Donc des positions politiques probablement plus tranchées, sans être en aucune manière et à aucun moment dans la polémique, dans la confrontation avec les pouvoirs publics. Il faut que tout ça s'inscrive dans un cadre scrupuleusement républicain et en bonne intelligence avec les organisations syndicales qui elles-mêmes sont soucieuses, comme le MEDEF l'est, que les partenaires sociaux, les corps intermédiaires d'une manière générale jouent pleinement leur rôle dans le pays. On souffre beaucoup, on le voit à travers des expressions parfois violentes, on souffre beaucoup de cette hyperconcentration de la décision autour de l'État, autour de certaines personnes à la tête de l'État. Notre pays a besoin d'unité, notre pays a besoin d'apaisement, les entreprises à bien des égards apportent des solutions. Donc voilà, on va être plus présent dans ces débats-là. Et puis, puisque vous avez terminé votre question là-dessus, moi je vais dire, je n'ai pas à me forcer pour m'intéresser au territoire, c'est mon origine, c'est mon parcours, mais au-delà de ces propos presque anecdotiques, en tout cas c'est personnel, je suis tellement convaincu, et on l'est dorénavant au MEDEF, que la proximité, que le pragmatisme, que la confiance entre les acteurs publics, privés, qui existent beaucoup plus au niveau territorial, parce qu'on est moins sous les feux de la rampe, parce qu'il y a moins de posture, parce que c'est moins médiatisé, si je peux me permettre, eh bien cette proximité est un gage d'efficacité, de pragmatisme et de réactivité. Donc oui, le MEDEF lui-même va renforcer encore sa dimension territoriale, bien sûr en bonne intelligence avec toutes les branches, qui existent d'ailleurs à l'échelle des territoires, départements ou régions, pas pour faire genre, pas parce que ce serait à la mode, d'ailleurs je ne sais pas si c'est à la mode, mais parce qu'on a un impératif d'efficacité. Alors vous l'avez, on l'a vu ces dernières années, le climat social est assez lourd finalement en France, depuis l'épisode des Gilets jaunes, mais pas que. La réforme des retraites également, on en a un petit peu parlé au début, a crispé. Vous avez affleuré un petit peu la question, mais on va approfondir là-dessus. Quel rôle finalement peut jouer le MEDEF face à l'État ou avec l'État et avec les partenaires sociaux? Quel rôle finalement, est-ce qu'on est dans des négociations constructives? On l'a vu sur le partage de la valeur, on peut également en dire un mot. Voilà, quel est le rôle finalement que veut jouer le MEDEF à l'avenir? Allez, on va inverser les rôles. Croyez-vous que le climat social est tendu? Ces dernières années, on peut le dire, il y a eu certains épisodes. Ou c'est une déformation médiatique, ça dépend. C'est un peu pas. Non, je ne me permettrai pas. Non, tout dépend de ce qu'on entend par climat social. Objectivement, la conflictualité. Il faut être très très prudent. Alors, quand le président du MEDEF dit ça peut tout de suite passer pour une provocation et certains pourraient s'employer dès demain à me faire mentir. Mais de fait, la conflictualité dans les entreprises privées françaises est à des niveaux historiquement bas. Historiquement bas. Je parle des entreprises privées. Quand on regarde toutes les enquêtes d'opinion, l'image de l'entreprise est bonne pour les salariés, pour l'opinion publique elle-même, et d'ailleurs pour les jeunes. Donc il faut que nous-mêmes, chefs d'entreprise, sans tomber dans la forfanterie et la provocation, on sorte un petit peu de cette espèce de complexe que l'on fait en permanence, ou d'autoflagellation en se convainquant, parce que c'est un peu confortable aussi, que nous sommes des mal-aimés. Ça n'est pas vrai. En tout cas, à ce jour, ça n'est pas vrai. Et d'ailleurs, ça n'est plus vrai si ça l'a été, y compris pour les grandes entreprises.
Donc, moi, je suis assez prudent quand on parle de climat social. Et d'ailleurs, au moment des manifestations contre la réforme des retraites, moi, je parle sous votre contrôle, hein. Je fais état de ce qui s'est passé dans mon entreprise, mais je sais que ça a été le cas dans l'immense majorité des entreprises. Il y a eu très peu de mobilisation. Alors, loin de moi l'idée que s'il n'y a pas eu beaucoup de mobilisation, c'est parce que nos salariés adhéraient avec enthousiasme à la réforme des retraites. Ce n'est pas du tout mon propos. Mais il y a une forme de réalisme et de confiance qui existe dans nos entreprises privées qui a conduit à ce qu'il n'y ait pas tant de turbulence que ça. Ensuite, le sujet du moment, je l'ai dit tout à l'heure, c'est le pouvoir d'achat, qui est un vaste sujet. Eh bien, quand on regarde les chiffres, parce que là aussi il s'agit d'être objectif, hein, il y a eu coup sur coup en l'espace de quelques jours la publication de 3 études, celle d'Alpha, celle de Mercer et puis dernièrement celle de Deloitte, mais les chiffres de l'INSEE recoupent ceux de ces 3 études. Les entreprises privées, beaucoup plus, soit dit en passant, que le secteur public, j'allais dire, on fait face à leurs responsabilités en matière d'évolution salariale. Il faut savoir jusqu'où ne pas aller trop loin pour ne pas enclencher cette fameuse boucle salaire-inflation. Et d'ailleurs, le gouvernement lui-même doit gérer ses contradictions et de temps en temps nous laisser un peu tranquilles, parce que ce sont les mêmes qui nous disent il faut augmenter les salaires. On va avoir cette conférence salariale qui est apparue nuitamment à Saint-Denis. Hein. Et dans le même temps, mais mezza voce, on nous dit n'augmentez pas trop les salaires pour ne pas enclencher cette boucle salaire-inflation. Mais enfin, les chiffres sont là. À ce jour, si on raisonne en macro, les entreprises privées ont couvert en moyenne et même légèrement au-delà l'inflation. Donc tout ça mis bout à bout, certainement pas pour vous convaincre ou qui que ce soit ici que tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes. Mais au-delà de ça, le dialogue social est riche. Il est fructueux au niveau des entreprises. On reste sur un rythme de signature d'accords d'entreprise qui est très élevé, hein, sans commune mesure avec ce qui existait il y a quelques années encore. C'est-à-dire qu'on est à grosso modo à 80 000 accords d'entreprise signés annuellement, dont par des organisations syndicales, je pense à la CGT en particulier, qui au niveau national, au niveau interprofessionnel, sont assez raides jusque-là, hein. Les accords de branche se signent dans l'immense majorité des cas. Il y a le sujet sensible et assez emblématique en ce moment de ces branches dont les minima conventionnels sont en dessous du SMIC. Je ne vais pas développer parce que c'est très compliqué. Il faut qu'on traite ce sujet-là, mais en veillant à ce qu'il n'y ait pas un effet domino sur l'ensemble des grilles salariales. Et puis il y a des accords nationaux interprofessionnels. Vous avez mentionné celui sur le partage de la valeur. C'est assez extraordinaire ce qui s'est passé, hein. Ça a été compliqué. Il y a eu une dizaine de séances de négociation. Les premières ont porté sur quoi? D'abord, convaincre les syndicats qu'on n'était pas là pour parler des salaires, parce qu'évidemment, très logiquement, c'était leur demande. Ensuite, pour établir un diagnostic partagé. Et on y est arrivé. C'est-à-dire que les syndicats qui se sont prêtés à l'exercice, c'est-à-dire tous, à part que la CGT était en position d'observateur, mais elle était là quand même, les organisations syndicales sont convenues qu'il n'y avait pas eu de déformation du partage de la valeur en France au détriment des salariés et que la France demeurait au niveau mondial un des pays où le partage de la valeur est le plus équitable. Bien. Et ensuite, on a abouti à un accord. Ce que je voudrais dire, c'est qu'une des raisons principales, peut-être la raison principale pour laquelle cet accord a été signé, et explicitement les numéros 1 syndicaux nous l'ont dit, c'est que, alors même qu'ils savaient que si le texte allait au Parlement, probablement qu'ils auraient obtenu plus. Eh bien, pour assumer, pour démontrer l'autonomie des partenaires sociaux, ils ont signé cet accord. On a signé entre-temps l'accord sur les accidents du travail et les maladies professionnelles, qui est un accord extrêmement sensible. On a toutes sortes de négociations qui sont engagées dans le cadre du dialogue social autonome, dont le MEDEF a pris l'initiative. Donc voilà, moi, de manière un peu sommaire, hein, mais je n'ai pas été sommaire dans mon long développement, ce que je veux dire, c'est que moi, je suis beaucoup plus préoccupé par le climat politique que par le climat social, à proprement parler, en tout cas dans les entreprises privées, parce que chacun joue son rôle. Donc les salariés, les chefs d'entreprise sont plus vertueux, donnent plus on va dire, voilà, sont plus vertueux que les élus finalement, donnent plus de... Non, je me garde d'en faire une généralité, mais enfin c'est d'évidence. C'est l'exemple. Non, mais on a des horizons, on a des calendriers qui ne sont pas les mêmes, et donc on n'a pas ces interférences qui peuvent exister dans le débat public, mais il faut être très attentif parce que ça impacte en définitive l'économie et donc la marge de nos entreprises. Il faut qu'on soit très attentif à ce que le débat public ne soit pas complètement
idéologisé et complètement polémique et tactique. Et là, il y a du souci à se faire. Je veux dire, on était presque content au début qu'il n'y ait pas de majorité à l'Assemblée nationale. Pardon de la brutalité ou de la trivialité de mon propos. On se dit, au moins, ils vont nous laisser tranquilles. Raté. Patrick Martin, un mot sur les défaillances d'entreprises également. C'est aussi, j'imagine, une préoccupation chez vous. Au deuxième trimestre 2023, plus de 13 000 défaillances d'entreprises en France, hausse de 35% de ce chiffre-là. En Occitanie, c'est 1200 défauts d'entreprises. C'est une préoccupation, j'imagine, comment on aide les entreprises, comment, voilà, alors aussi sur quel levier on agit et comment effectivement on essaye de prévenir cette situation-là. Oui, alors c'est toujours compliqué de commenter les chiffres parce que chacun ne s'y retrouve pas. Ça ne m'empêche pas de dire qu'il y a dans cette augmentation très significative des chiffres de défaillance, il y a un effet rattrapage sur des entreprises qui, à tort ou à raison, ont été préservées par le PGE et le comportement tolérant, on va dire, des URSSAF pendant un temps. Mais au-delà de ça, effectivement, il y a des entreprises qui sont en réelle difficulté, avec des situations assez ciblées, en définitive. Alors, il y a celles qui sont en mal de remboursement de leur PGE, mais ça reste très, très peu. Très peu. Il y a celles qui souffrent du prix de l'énergie, malgré les boucliers tarifaires, malgré les différents dispositifs qui ont été mis en place. Et j'allais dire la caricature du genre, ce sont les entreprises qui ont été obligées de contracter au pic des prix de marché et qui, pour un certain nombre d'entre elles, se doivent de renégocier avec leurs fournisseurs. Ce n'est pas un très grand nombre, mais dans l'eau, particulièrement dans l'industrie, il y a des entreprises qui sont quand même en grande difficulté. Après, il y a le renchérissement du coût de l'argent qui impacte, à vrai dire, globalement l'économie, qui impacte les ménages, qui impacte les entreprises, et qui pèse sur la conjoncture et qui pèse singulièrement sur la consommation. Donc il y a pas mal d'entreprises dans les biens de consommation, dans les services aux particuliers, qui sont en souffrance parce que les Français, même ceux qui ne sont pas directement impactés, en tout cas lourdement impactés par ces sujets d'inflation, on le voit bien dans les chiffres, épargnent beaucoup, c'est de l'épargne de précaution. Et puis, il y a tout ce qui touche le bâtiment. Et là, je suis désolé de dire, mais les professionnels du bâtiment le savent et souffrent dans leur chair. Je pense qu'on n'est qu'au début de ce qui va se passer, y compris en termes de sinistralité, dans toute la filière construction, parce qu'il y a une forme de déni. Alors, il y a l'impact des taux d'intérêt, je ne reviens pas là-dessus, mais il y a une forme de déni dans les politiques publiques qui, au motif que le bâtiment serait une rente, fait que tous les dispositifs de soutien, en particulier à l'investissement et à l'investissement locatif, sont progressivement débranchés. Et je développe un petit peu, nous au MEDEF, on est très inquiets de cette situation qui, bien sûr, impacte une filière qui, quand même, représente 8% du PIB et 10% de l'emploi en France, mais ça va très au-delà. Parce que quand on parle de pouvoir d'achat, il faut avoir en tête que, par exemple, pour les ménages modestes, les dépenses alimentaires, c'est 15% des dépenses. Les dépenses de logement, c'est plus de 40%. Et donc, si on ne réunit pas les conditions pour que l'offre de logement se redéploie et se redéploie massivement, ce sujet du coût ou tout simplement de l'accès au logement ne pourra que s'amplifier. Donc ça pèsera encore plus sur le pouvoir d'achat. Et enfin, c'est un enjeu essentiel de mobilité professionnelle. 50% des chômeurs disent ne pas accepter une offre d'emploi supposant une mobilité géographique de peur, et ils ont raison, de ne pas pouvoir se reloger dans un logement social parce qu'on n'a pas suffisamment. Donc nous, on va être très, très énergique là-dessus. Voilà, tout ça mis bout à bout fait que la sinistralité, comme on dit, augmente. Cela dit, les banques françaises continuent à distribuer du crédit, plus que les autres banques européennes, et on rejoint les chiffres d'avant Covid. Voilà, il va falloir surveiller qu'on n'aille pas au-delà. Un dernier mot plus positif, un dernier soleil finalement, quelque chose de plus positif. On était à Perpignan et à Banyuls tout à l'heure. Vous nous avez parlé de Portet-sur-Garonne en introduction. Vous connaissez l'Occitanie, vous avez des liens avec la région. Voilà, quels sont ces liens justement avec la région? Comment connaissez-vous notre région finalement? Oh, je la connais pour différentes raisons, dont certaines inavouables. Je ne vais pas raconter, Isabelle, mes expéditions nocturnes
au temps de Perpignan, une époque très 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 lointaine. Je ne vais pas raconter les matchs de rugby que je suis venu jouer dans la région en perdant systématiquement d'ailleurs. Bon, mon entreprise est très engagée dans cette région, dans ce département y compris, et s'en porte bien d'ailleurs, parce qu'il y a une dynamique économique qui est très intéressante. Et puis au titre du MEDEF, alors c'est peut-être pas à moi de le dire, parce que ça risque de susciter des huées dans la salle, je considère que j'ai beaucoup d'amis dans cette région, hein. Pierre-Olivier au premier chef, mais c'est vrai de Sophie Garcia, donc à la tête du MEDEF régional, et c'est vrai de tous les homologues de Pierre-Olivier dans tous les départements de cette région. Voilà, donc tout ça mis bout à bout fait que, à titre personnel, à titre professionnel et à titre militant, car je revendique être un militant, j'ai beaucoup d'attachement pour cette région. Écoutez, merci beaucoup. Et puis... Merci à vous, Patrick Martin. On va laisser le mot de conclusion de cette longue journée et de cette soirée à Pierre-Olivier Naud, président du MEDEF Haute-Garonne, et Valérie Jiménez, présidente déléguée. Ça marche? Alors, bon, Patrick, on tient, en fait, le MEDEF tient à te remettre justement par rapport à tout ce que tu as fait, surtout dans le rugby. Hein. On va te remettre un ballon. Je te laisse, oui, parce que je pense que... Oui, je te fais la passe. Je pense que moi, je n'ai pas joué au rugby, j'ai joué au hand à l'époque. Donc, voilà. Oui. Alors, je voudrais remercier, parce que je pense que Pierre-Olivier va remercier tous ceux qui ont œuvré ici, c'est-à-dire surtout financièrement. Donc, ce sont tous les partenaires, il va les nommer. Moi, je tenais en premier, parce que c'est vrai qu'on a besoin d'une équipe, c'est ce que l'on dit souvent, sans équipe, on ne fait rien. Donc en premier, parce que vous avez remarqué, merci quand même à tous et toutes d'être venus aussi et de vous être adaptés au lieu. Et je voulais en premier remercier Julien. Julien parce qu'il est tout le temps sur tous les fronts. On est content avec Pierre-Olivier d'avoir opté pour t'avoir embauché. Parce que ça, là-dessus, c'est que tu es quelqu'un de très humble. Après Julien, il y a une équipe de choc. Et alors je vais tous et toutes les nommer parce que pour moi c'est important, parce que la plupart du temps ils travaillent dans l'ombre. Et si vous avez eu cet événement réussi, c'est grâce à eux. Parce que s'ils n'avaient, eux et elles, s'ils n'avaient pas été là, en fait, on ne pourrait pas avoir cet événement réussi. Donc je cite Camille et Morgane qui sont vraiment une équipe de choc. Elles ont travaillé 2 nuits entières, donc même ce soir, elles vont être contentes de faire la fête, mais c'est la fin et tant mieux. Ensuite, Camille est la force de frappe justement de cette réussite, parce que c'est grâce à elle que tout existe aujourd'hui. Et ensuite, Vanessa, Fabienne, Élodie, Valérie, Sylvie, Anthony, qui a fait une présentation très chouette. Dorian, Louis et Léa. Louis et Léa, ce sont des alternants. Alors on parle d'alternance, justement, on en a besoin. Hein, et puis il faut continuer justement à avoir tous ces jeunes et moins jeunes, parce que l'alternance, on est content maintenant, grâce au changement de profession, on peut aussi faire de l'alternance. Donc ça, je suis super contente. Et ensuite, PGO et GL Event, parce que c'est eux qui organisent et qui ont su s'adapter aussi par rapport au lieu. Et je laisse maintenant
Pierre-Olivier terminer. Parce que moi, je vous souhaite un bon appétit. On va se voir à la 3e mi-temps. Hein. Je pense que c'est ce que tous on a besoin, hein, d'échanger, de boire, de manger et de se restaurer. Mais je laisse Pierre-Olivier pour le mot de la fin. Merci à toutes et tous. Merci. Merci à toi Valérie pour tout ce que tu apportes à notre association et à notre MEDEF avec ton énergie, ton caractère positif, ton goût de l'autre qui est toujours extraordinaire et qui donne, je crois, à ce MEDEF une dimension toute particulière et, je n'ai pas peur de le dire, assez unique en France au MEDEF. Oui, et puis je dirais, puisqu'on est tous les deux et souvent on réussit parce qu'on est tous les deux, j'ai un petit proverbe africain que j'ai un peu revisité puisque je le dis à chaque fois, mais pour moi c'est important, c'est l'homme seul va plus vite. Avec la femme, ils vont plus loin. Moi, c'est une preuve dans mon entreprise. Avec mon mari, on en est là où on en est. Et ici, au MEDEF, c'est pareil. Merci. Donc, c'était une journée dingue. C'était fou, en fait, parce que c'est épuisant. Je suis crevé. Je suis ravi qu'on aille boire un verre. En fait, quand je passe une journée comme ça, évidemment, je suis super heureux et vous savez, vous avez l'habitude que j'aime bien partager mes sentiments personnels. Je manque un peu de pudeur là-dessus, mais j'ai encore beaucoup appris aujourd'hui. Et j'aime, je le redis, que le cœur parle au cœur. Et je sais que vous comprenez ce langage et qu'on parle le même langage toutes et tous. C'est important pour moi. Aujourd'hui, j'ai beaucoup aimé, et la touche sur laquelle tu as terminé, et grâce à toi aussi, Isabelle, j'ai beaucoup aimé que vous ayez la sagesse de toujours considérer l'histoire, d'analyser le présent avec justesse, avec honnêteté intellectuelle, pour bâtir un avenir, de l'entreprise et de nos équipes aussi, avec le sens de l'égalité et encore une fois ce goût de l'autre qui caractérise probablement le plus les dirigeants et les chefs d'entreprise. Vous êtes forts pour ça. Je pense que tous ensemble, en effet, on est forts pour ça et on a de quoi être fiers. L'autre élément, c'est que Total Energy, le MEDEF sont un petit peu des totems des écologistes, des totems de l'extrême gauche, pour expliquer de manière un petit peu binaire et facile qu'on pourrait être des cyniques et des méchants. On a compris tout l'inverse aujourd'hui. On n'a pas passé notre temps à se faire plaisir et à croire qu'on était les seuls à avoir raison. On a eu des tables rondes qui ont partagé les idées. Et les idées, c'est ce qui compte. Les idées, c'est ce qui compte, c'est ce qui nous bâtit tous ensemble. C'est ce qui fait notre force. Et on les a partagées avec énergie, ouverture, et notamment avec des politiques qui étaient là aujourd'hui et le préfet qui représentait le gouvernement. Bref, on a passé une journée superbe, je crois, épuisante. Je croise les doigts pour qu'il ait plu aujourd'hui, puisqu'on a changé de lieu et qu'on devait être... voilà. Je remercie à nouveau infiniment, effectivement, Julien, le chef d'orchestre, sa doublure Camille, qui a l'option fait clochette. Je voudrais quand même le dire parce qu'il a fallu faire de la magie pour aboutir à une telle journée en si peu de temps. On a décidé dimanche à 20h de changer de lieu. Voilà. Et puis finalement, je voudrais remercier toute la logistique GL qui nous accueille, bien évidemment, et nos partenaires sans qui ça ne serait pas possible. Je le fais, je le dis. En l'occurrence, Airplane, BMW Pelras, le CIC, EDF, EPSO, EDF qui était ravi que Total Energy intervienne aujourd'hui. Là aussi, je voudrais le dire quand même parce que ce n'était pas forcément évident dans l'esprit de tout le monde. Et en fait, je crois que EDF et Total Energy savent travailler ensemble pour une meilleure énergie en France et dans le monde. EPSO, Feelings, Malakoff Humanis, Prévali, Synergie, la Fédé du bâtiment, le bâtiment dont Patrick a parlé, l'industrie sans qui tout ça ne serait rien, et vous toutes et vous tous, pour votre énergie, vos sourires, votre envie de continuer tous ensemble. Merci infiniment, je vous souhaite une très bonne soirée. Merci Patrick, merci Isabelle, à tous et à toutes.